Ok, alors là normalement vous devez reprendre cette partie du cours à partir du moment où vous avez fini l'activité sur le lime rénan, d'accord? Puisque nous allons passer dès à présent à la trace écrite que nous avons après chacune de nos activités. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que une frontière, au cours de l'histoire, ça sert notamment à s'approprier un territoire, d'accord? C'est ce qu'on va voir ici, et notamment avec l'exemple du Lime, qui est vraiment un exemple intéressant à ce point de vue. La frontière, elle a longtemps été une zone frontière, une zone de contact entre deux armées, deux fronts. Et dans cette zone va se côtoyer de nombreuses populations différentes qu'il va falloir intégrer d'accord, à l'État. Donc en réalité, vous voyez sur cette carte, d'accord, cette zone orange là, les champs d'écumates, ce sont une région où vivaient des Gaulois qui étaient peu intégrés, d'accord, à l'Empire romain. Et grâce à la formation d'une frontière dure, on va enfin affirmer que cet espace appartient à l'Empire romain. Peu à peu, avec la matérialisation de cette frontière, les Gaulois, même s'ils ont une culture, même s'ils ont une façon de vivre différente, d'accord, des Romains, vont commencer à comprendre qu'ils appartiennent, entre guillemets, à l'Empire romain. Ça va aussi mettre une distance avec les peuples germaniques, les peuples dits barbares par les Romains, qui eux sont de l'autre côté de la frontière, d'accord? Donc il s'agit vraiment de s'approprier le territoire, d'accord? Ce système de frontières est aussi un système défensif, tout simplement parce que peu à peu, les Germains vont essayer tout de même de faire des incursions dans les champs d'écumates, puisque les champs d'écumates sont un espace où il y a de nombreuses cultures, d'accord? Donc on va mettre de nombreux camps fortifiés, d'accord, le long de la frontière, pour défendre en fait cet espace. Et permettre ainsi, d'accord, aux Gaulois, tout simplement, de se sentir appartenir à l'Empire romain. Ok. Donc cette technique, ça a été une technique qui a longtemps marché tout au cours de l'histoire, d'accord, avec ce qu'on appelait les marches. Donc vous avez le système de marche qui fonctionne énormément au Moyen-Âge et à l'époque moderne, d'accord, puisqu'en fait ce sont des espèces de zones tampons entre la véritable frontière, entre le peuple autre, d'accord, et le royaume d'origine. Donc vous voyez sur cette carte, d'accord, on avait de nombreuses marches, alors deux qui me semblent importantes pour le royaume de France, pour l'empire carolingien, d'accord. Vous avez la marche bretonne, donc qui est une région qui a été nouvellement acquise par par Charlemagne, qui permet de matérialiser quelques zones, une zone frontalière entre la Bretagne, d'accord, qui est un duché indépendant, et le reste du royaume. Cette marche bretonne, elle permet aussi de peu à peu habituer les peuples qui ont été nouvellement conquis, d'accord, à l'idée qu'ils vont appartenir désormais au royaume. De même, vous avez ici la marche espagnole qui correspond étrangement, d'accord, aux Pyrénées actuelles. Donc on avait une marche naturelle, entre guillemets, qui faisait un peu tampon entre le reste du royaume et l'émirat de Cordoue, mais également, d'accord, un espace, une zone frontalière où les gens étaient avaient très peu de sentiments d'appartenance envers le royaume et qui là vont se rattacher de plus en plus grâce notamment à une fortification des frontières, d'accord. Ce sont des espaces du coup sensibles où on va mettre beaucoup d'armées, beaucoup de postes frontières, mais également des zones qui sont en voie d'intégration au reste de l'Empire, d'accord. Donc c'est très 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 important. Il y a d'autres espaces où on n'a pas forcément besoin de ces marches, car ils sont relativement bien intégrés, notamment l'Est, vous voyez, au niveau de la Saxe. Ok.
Donc ce lim, progressivement, au lieu de devenir seulement une zone frontalière, va devenir une ligne qui a été fréquemment, d'accord, matérialisée par un élément naturel, d'accord. C'est le cas de la plupart des frontières qu'on va voir à cette époque. Donc soit on a une ligne de partage des eaux, vous voyez ici, toujours sur une carte qui montre le lim rhénan, on voit bien le lim en marron ici, et on voit également que le reste de la frontière est fait naturellement par les eaux du Rhin ici, puis les eaux du Danube vers le sud. D'accord? Donc ça, c'était franchement des frontières naturelles qui permettaient au peuple d'avoir vraiment une idée claire de quel côté il faisait partie, et donc il faisait partie de l'Empire. D'accord? On peut avoir le même exemple avec une montagne, on peut penser notamment à l'exemple des Alpes avec l'Italie, ou toujours des Pyrénées au niveau de la marche espagnole. Donc c'est vraiment à l'époque une idée préconçue de marquer la limite, d'accord, du territoire par une frontière naturelle. D'accord? Au cours de l'histoire, l'idée qu'un territoire devait avoir justement des limites naturelles, c'est une idée qui est très 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 développée. D'accord? C'est une idée qui a été défendue notamment par Richelieu à l'époque moderne, qui pensait qu'on devait avoir justement des limites uniquement naturelles. Puisqu'il a dit notamment à son époque, rendre à la France les frontières que la nature lui a assignées. Donc c'est important pour lui d'avoir des frontières dites naturelles. La nature a donné à la France ses limites, du coup il faut les défendre. D'accord? Aujourd'hui, cette idée, elle est obsolète ou facultative, d'accord? Quand de nouvelles frontières sont créées, on regarde très très peu souvent, d'accord, les reliefs naturels, voire les fleuves. On va beaucoup plus s'attarder notamment sur les ressources ou sur les enjeux territoriaux liés au territoire que l'on va acquérir. Du coup, c'est vraiment presque une ancienne façon de voir la frontière, cette frontière naturelle. Ok, alors cette frontière, comme on va le voir avec l'exemple du lim rhénan, comme vous l'avez déjà vu, excusez-moi, elle est souvent délimitée et marquée, même de façon symbolique, par un trait, par des bornes, on l'a déjà vu, ou même fortifiée, d'accord? On voit très bien avec le lim que ça a été fortifié sur une partie du tracé, la partie en fait tout simplement la plus sensible, celle qui était en voie d'intégration et celle la plus à risque. Donc c'était souvent effectivement fortifié avec des bâtiments comme des tours de guet, comme vous pouvez le voir ici, d'accord, avec cette tour de garde au nord de Mayence, une palissade en bois, des forts, etc. Parfois, on peut avoir même des systèmes défensifs un peu plus complexes, comme le rideau de fer entre les deux Allemagnes pendant la guerre froide, d'accord, ou même le mur de Berlin, hein, si on s'attarde juste sur la ville de Berlin, ou encore les murs érigés entre Israël et la Cisjordanie. Il faut savoir, d'accord, que cette frontière, elle marque de véritables ruptures nettes dans l'espace, empêchant souvent les communications, pas toujours, puisqu'on va avoir des systèmes de checkpoint pour quand même passer la frontière, mais elle va marquer une vraie rupture dans l'espace, puisque parfois elle va couper en fait des ensembles qui marchent d'un seul trait. Par exemple, dans le cas de Berlin, on va couper, comme je vous l'ai déjà montré en classe, au milieu de la ville en mettant un trait, alors que la ville avait l'habitude de marcher ensemble. Donc ça ne répond à aucune logique, si ce n'est une logique, on va dire, politique, de dire ce côté est le nôtre et de l'autre côté, c'est le vôtre. D'accord? Ces systèmes de défense, alors peut-être... Voilà, donc là vous voyez le système de défense au niveau du lim rhénan, donc on avait ce type de camp romain en fait à proximité du lim. Donc un camp fortifié avec de nombreux baraquements avec des légionnaires, un grand nombre de légionnaires qui montrent d'accord l'importance de cette défense. Vous voyez par exemple ici avec cette diapositive, d'accord, on a un fossé et une palissade en bois sur environ 382 km au niveau du lim. Donc ça montre quand même le désir de marquer, mais aussi de marquer de manière défensive, d'accord. On n'est pas sur une borne, on n'est pas sur un trait, on est vraiment sur une palissade pour, voilà, empêcher de rentrer. Au niveau du camp, vous voyez, on a de nombreux équipements, on a des bains, bon ça peut paraître un peu...
trivial de mentionner ces bains, mais ça montre en fait qu'on avait une véritable vie, une vie de légionnaire. On a la maison du commandant ici, on a des entrepôts, des baraques militaires, donc ça montre bien, d'accord, à quel point ce camp romain de Salzbourg, il était important pour défendre la frontière, le Lym. Voilà, donc là vous êtes sur une photographie du rideau de fer entre les deux Allemagnes. Donc effectivement là on est sur une photographie plutôt de mauvaise qualité puisqu'elle a été retravaillée avec le temps. Donc vous voyez un double système. Vous avez ici un premier mur, ensuite un, comment dire, comme une palissade en fer, un deuxième mur. Ici vous avez probablement des barbelés, etc. Donc c'était très difficile de traverser cette espèce de no man's land entre les deux Allemagnes. D'autant plus qu'au cours du temps, ils ont fabriqué des techniques avec des miradors pour surveiller, d'accord, la frontière. Des techniques où si on bougeait par exemple un fil, cela pouvait déclencher tout simplement des mitraillettes automatiques qui tuaient les personnes qui passaient. Donc c'était un système qui était vraiment très développé. Vous avez ici, du coup, la photo du mur entre Israël et la Cisjordanie. Donc, c'est un mur qui est absolument gigantesque, d'accord, qui a été fait en dur. Vous pouvez voir, mis à part le mur qui serpente entre les différentes maisons, d'accord, à votre gauche, là, un système de barbelés, d'accord, pour doubler le système, d'accord, de protection. Et vous pouvez aussi voir, ou en tout cas, vous le savez peut-être certainement, qu'il y a un système militaire, des drones, etc., qui vont surveiller fortement cette frontière. Donc on est dans une frontière très fermée et très sécurisée. Et donc, nous allons passer dès à présent à notre B, donc défendre ou séparer le but de la frontière. Alors, on voit globalement que la frontière, elle va nous servir à se couper d'un ennemi ou d'une menace. C'est le cas aussi dans le Lym rhénan où on met une barrière claire entre les peuples germaniques, qui sont relativement virulents à cette époque contre l'Empire romain, d'accord, et l'Empire, d'accord. À l'époque, il faut savoir qu'il y a énormément de peuples barbares, notamment comme les Saxons, les Burgondes, les Vandales, les Alamans, les Ostrogoths. On pense aussi aux Huns, bien évidemment, qui parcourent l'Europe, notamment l'Europe centrale, et qui pillent, attaquent, essaient de conquérir du territoire, d'accord? Donc c'est très important de mettre une distance avec ces peuples et de retarder, si possible, leurs incursions en territoire romain, d'accord? C'est clairement la fonction du Lym entre le 1er et le 5e siècle. Il s'agit tout simplement pour les Romains de protéger des territoires qui sont fragiles, puisqu'ils ont été récemment conquis, de ces incursions. Comme l'Empire romain grandit de plus en plus au cours du temps, d'accord, l'expansion, elle continue, et la frontière, elle est très mouvante, peu ancrée pour les populations, puisqu'ils viennent nouvellement d'être conquis par un gouvernement qui est très loin, puisque c'est Rome, d'accord, et du coup qui ont du mal à se sentir intégrés à l'Empire romain. C'est pour ça qu'il est très important de marquer cette frontière pour montrer de l'autre côté de la frontière, ce sont nos ennemis et ici ce sont notre population, d'accord. De plus, ça explique également pourquoi on va mettre des fortifications comme on l'a vu également, des troupes, d'accord, des palissades en bois, des murs de pierre, des tours de guet, etc. pour bien montrer à quel point, d'accord, il est important de mettre une distance, d'accord. Ça permet d'un côté aussi de contrôler les circulations, d'accord, puisqu'on va pouvoir éviter, notamment aux Gaulois, d'aller dans l'espace germanique et inversement. Mais c'est le cas aussi sur d'autres espaces, comme la muraille de Chine, où cette muraille a été fortifiée exactement dans le même but, d'accord. Pour l'Empire romain, on peut aussi parler du mur d'Adrien que vous voyez au nord de la carte, d'accord, et qui est réellement en fait un lime qui sépare en fait la Bretagne des Pictes, puis ensuite la Bretagne des Calédoniens, pardon, la Bretagne qui venait d'être justement conquise par l'Empire romain. Donc vous avez ici le mur d'Adrien, donc on est sur un mur beaucoup moins important, d'accord,
que le Limrénan, puisqu'il est moins haut également que les murs actuels. Mais c'était tout simplement un mur pour marquer la limite entre les barbares et les peuples qui appartenaient à l'Empire romain. Oups, excusez-moi. On a également du coup la muraille de Chine qui là est beaucoup plus imposante puisque le peuple mongol, les Huns, d'accord, était très virulent contre l'Empire chinois, donc qui s'étale sur énormément de kilomètres, très impressionnant. Alors 21 000 kilomètres il me semble au total, donc vraiment une frontière importante qui justement permet de marquer la différence entre les peuples qui attaquent et l'Empire romain, et donc de marquer, si vous voulez, la barrière, la différence. Voilà. Oui, c'est bien 21 000 kilomètres, et il en reste actuellement 8 850 de debout. Donc ce que vous voyez sur la photo, sur le diaporama. Donc, ce qui est important aussi avec les limes, c'est que malgré tout, malgré ces limes fortifiés, malgré cette barrière, c'est quand même une zone d'échange, d'accord? Puisqu'en fait, comme on l'a déjà dit, les frontières ne sont pas des limites en proprement parler, ce sont des zones, d'accord? Et donc les peuples qui viennent d'être conquis par l'Empire romain sont des peuples qui avaient l'habitude peut-être de marcher avec les peuples germaniques, qui avaient l'habitude de commercer avec eux, qui avaient l'habitude peut-être d'aller cultiver ces terres. Donc on ne peut pas absolument tout fermer, d'accord? Donc même si on a ces forts, d'accord, on essaie de laisser ces échanges, ce commerce se faire entre ces deux espaces. Donc on n'est toujours pas sur une frontière totalement fermée, d'accord? Malgré tout, on reste avec une présence militaire très forte pour contrôler tout de même que ces échanges, que ce commerce ne soit pas fait au détriment de Rome et bien évidemment ne permettent pas au peuple germanique des nouvelles incursions sur le territoire romain. C'est pour ça qu'on a la présence d'environ 150 000 soldats par ici à cette époque. D'accord? Il faut savoir que ces contacts, cette zone d'échange, elle n'est pas uniquement commerciale, elle n'est pas uniquement économique, mais elle va être aussi, on va dire, entre guillemets, culturelle. C'est ce qu'on voit en fait tout simplement avec ce tombeau d'une famille germanique à Nickenich, donc c'est dans le territoire germanique de l'époque. On voit sur ce tombeau que les principaux personnages représentés, qui sont censés représenter tout simplement les personnes qui ont été enterrées dans ce tombeau, portent des toges. D'accord? Les toges, c'est vraiment quelque chose de significatif de l'ère romaine, très peu de l'ère germanique. Donc ça montre bien qu'il y a eu un échange culturel, d'accord, entre ces deux espaces. Donc on a des échanges économiques, commerciaux, des échanges pour l'agriculture, puisqu'on va s'échanger des denrées, mais on va également cultiver des terres qui sont parfois à cheval sur le Lim, et également des échanges culturels, puisqu'on va commencer à parler des langues communes, voire apprendre le latin dans les espaces germaniques limitrophes du Lim, mais également prendre certaines, données culturelles de cet espace. C'est le cas évidemment pour de nombreuses autres frontières que le Limrénan au cours de l'histoire, d'accord, elles sont jamais fermées totalement. Vous voyez sur cette carte, entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, les points de passage possibles, et notamment Checkpoint Charlie, le plus célèbre, entre ces deux espaces, ce qui permettait quand même d'avoir, on va dire, des contacts commerciaux, mais aussi politiques entre les deux espaces, même d'échanger, d'accord, des espions, dans certains cas. Mais il faut savoir aussi que dans certains cas, ça peut être des points de passage pour le trafic, des points de passage de navettes sur des frontières très fermées comme la frontière américano-mexicaine pour quand même aller travailler, bien que l'accès en dehors de ce cadre reste interdit. Vous le voyez ici, on l'a déjà montré cette frontière, on peut la remontrer, d'accord? Il y a de nombreux postes frontières qui permettent tout de même de passer la frontière pour aller travailler. Donc voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui sur notre grand 1 de cet axe 1. Donc nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour notre grand 2. Bon courage pour cette semaine.